Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du discours et de la visite d'Emmanuel Macron à Calais. Mise au point ferme du chef de l'État, sans complaisance pour personne. Halte aux contre-vérités, dit-il. L'État joue son rôle d'accueil et de prise en charge des migrants, mais il le fait de manière organisée, insiste le président. Il appelle les associations à la responsabilité, il recadre aussi les forces de l'ordre. Sa politique d'immigration a-t-elle été caricaturée? Emmanuel Macron est-il en phase avec les attentes des Français? Éclairage ce soir avec nos invités sur ce plateau. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir deux communicants, Marie-Virginie Klein à Arnaud Benedetti. Nous nous interrogeons sur ces responsables politiques qui décrochent, qui quittent la vie publique. Aujourd'hui, c'est Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, qui raccroche les gants. Il n'est pas le premier, probablement pas le dernier. Qu'est-ce que cela dit du monde politique actuel? Sommes-nous décidément à un tournant? Nous en débattrons sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons Sophie Voutot. Elle a été auto-entrepreneur, elle y a cru. Elle a même pensé que la solution au chômage se trouvait dans ce statut d'indépendant. Aujourd'hui, elle en est revenue. Précarité, stress, endettement. Le prix de cette indépendance a été trop élevé. Elle nous dit tout dans son livre « Ma vie d'auto-entrepreneur ». Mais d'abord, cette visite et ce discours d'Emmanuel Macron à Calais. Le ton était ferme, les annonces assez nombreuses. Oui à la générosité, oui à l'accueil, dit-il, mais de manière organisée et rigoureuse. Il lance un appel à tous, à la responsabilité et particulièrement aux ONG. On va en parler. Nelson Jetten. Il était très attendu sur les terres du Calaisis. Un an après le démantèlement de la jungle, le chef de l'État n'a laissé prise à aucune ambiguïté. Un discours ferme et sans complaisance. Calais n'est pas une porte d'entrée dérobée vers l'Angleterre. Et je veux être ici très clair. Cela continuera à être le cas. En aucun cas, nous ne laisserons ici se constituer ou se développer des filières illégales. En aucun cas, nous ne laisserons ici se reconstituer une jungle ou une occupation illégale du territoire. S'adressant aux forces de l'ordre de la région, le président de la République leur a réaffirmé un soutien appuyé. Je veux d'abord vous exprimer les remerciements et la reconnaissance de nos concitoyens, de Calais et d'ailleurs, pour le travail que vous effectuez jour après jour, nuit après nuit. Travail remarquable mais peu connu, parfois décrié, souvent caricaturé. Leur annonçant une prime de résultat, Emmanuel Macron leur a cependant rappelé leur devoir d'exemplarité, alors que leur comportement envers les migrants est mis en cause par les associations. À leur adresse, le président a d'ailleurs lancé un appel à la responsabilité. Lorsque des associations encouragent ces femmes et ces hommes à rester là, à s'installer dans l'illégalité, voire à passer clandestinement de l'autre côté de la frontière, elles prennent une responsabilité immense. Jamais, jamais, elles n'auront l'État à leur côté. Le chef de l'État devait rencontrer les représentants des associations en fin de journée, mais deux d'entre elles avaient annoncé qu'elles boycotteraient la réunion. Avec nous, pour aller plus loin, ce soir sur ce plateau, Laetitia Avia, bonsoir. Vous êtes députée LREM de Paris et porte-parole de La République En Marche. Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde. Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Et on attend également François Gémen, qui est chercheur en sciences politiques. Il devrait arriver dans les minutes qui viennent. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron n'a effectivement pas mâché ses mots avec les ONG. On vient de l'entendre. Il les appelle à faire preuve de responsabilité. Que répondez-vous au chef de l'État ce soir, François Sivignon? Alors j'espère que d'abord M. Macron ne met pas toutes les ONG et toutes les associations dans le même sac. Je crois qu'on se distingue les uns des autres quelque part. En appeler à notre responsabilité, on est quand même des associations responsables en ce qui concerne des réponses à des besoins vitaux pour des personnes qui arrivent sur le territoire français, et ça depuis de nombreuses années. Et quand je parle de besoins vitaux, c'est des réponses à des besoins de santé, à de l'accès à l'eau potable ou à la nourriture. Donc ça, en termes de responsabilité et de déontologie, parce qu'il a été aussi question de déontologie des forces de police, en ce qui concerne la déontologie des
des soignants que je suis, par exemple, ou de l'éthique, je pense qu'on a ce qu'il faut pour Il a parlé répondre aux chefs d'associations de qui l'État. poussaient les migrants à enfreindre la légalité. Vous le savez, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est vrai ? Parfois, en face de situations et de traitements indignes des personnes, il nous arrive de pousser un peu loin, on va dire, les textes législatifs et de désobéir quelque peu. À vous aussi, Mais c'est médecin, pas, oui, ça nous est effectivement arrivé d'être dans des cas de désobéissance civile, mais je pense que c'est pas le cœur des activités des associations. On a bien d'autres choses à dire sur la façon dont on répond aux besoins des personnes, de ces milliers de personnes qui arrivent sur le territoire français et sur la loi dite Asile-Immigration qui a été présentée par Monsieur le Premier ministre. On va y venir. Emmanuel Macron n'a pas seulement tensé les ONG, il a également rappelé à l'ordre, ou en tout cas envoyé un message assez clair aux forces de l'ordre, des policiers priés de ne pas confisquer les effets personnels des migrants. Il leur promet en même temps une prime exceptionnelle de résultats. Il y a eu un problème de pression policière, oui ou non, à Calais ? Écoutez, je pense que c'est ce que le président de la République voulait rappeler. Aucun responsable politique ne peut aujourd'hui cautionner des comportements tels que ceux qui ont été dénoncés par voie de presse ou sur les réseaux sociaux à l'encontre des migrants. Et lorsque l'on a si peu d'effets personnels, les perdre dans cette situation de détresse dans laquelle on est, c'est quelque chose que vraiment on ne peut pas tolérer. Et je le dis aussi avec force, et c'est ce que le président de la République aussi évoque lorsqu'il fait référence à cette prise de responsabilité. C'est pas tant uniquement la responsabilité lorsque justement on enfreint les règles et la loi. Bien sûr, le chef de l'État ne va pas dire qu'il cautionne le fait que des organismes soient en infraction. Mais il y a aussi le fait que moi, régulièrement, je suis interpellée sur ces comportements des forces de police. Et ma réponse est toujours la même. Où sont les éléments de preuve? Où sont les photos? Où sont les vidéos? Et si jamais elles sont là, surtout, j'en appelle toujours à la responsabilité de ceux qui les détiennent pour qu'ils justement engagent une procédure judiciaire. Vous le dites comme Gérard Collomb, ce sont des dérapages individuels. Ah non, je ne dis pas cela. Je dis que même s'il y a un dérapage individuel, tout dérapage individuel doit être sanctionné. Ce n'est pas le fait que ce soit individuel ou collectif, mais il faut apporter ces éléments de preuve, voir si ces faits sont avérés ou non. Et c'est pour ça qu'on en appelle à la responsabilité des associations qui disent avoir constaté ces comportements pour qu'elles saisissent la justice. Jean-Daniel Lévy, là on parle vraiment de Calais pour le moment et pas de cette politique d'immigration générale perçue par les Français. Calais est un cas à part et perçu par les Français comme une ville à part, la ville des migrants. Oui, même si d'une manière générale, quand on parle de Calais, c'est plutôt la politique migratoire qui aujourd'hui est interrogée en France. Ça apparaît comme étant une forme de symbole, déjà d'une forme de symbole de la difficulté des responsables politiques à pouvoir résoudre une situation qui apparaît comme étant relativement endémique. Quand on prend les données objectives, on voit que la situation aujourd'hui n'est pas la même que celle qui pouvait exister il y a quelques années, qu'il y a aujourd'hui moins de... mieux. C'est-à-dire qu'objectivement, quand on prend les chiffres, en tout cas, il y a moins de migrants qui sont présents. Oui. Il y a une situation avec une jungle. Les chiffres qui sont avancés par le ministère de l'Intérieur, on parle effectivement de 400 personnes et non plus 7000 comme il y a un an. Oui, c'est ça. Sachant que je crois qu'il y a un débat entre les chiffres qui sont établis de la part des associations, les chiffres qui sont établis de la part du ministère. Mais quoi qu'il en soit, je crois que l'ensemble des acteurs définissent de manière générale qu'il y a aujourd'hui moins de migrants qui sont présents à Calais avec une situation qui apparaît comme étant moins tendue. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on parle de Calais, c'est toujours les évocations d'une difficulté de la part de la France, pas toujours l'Angleterre, mais la France, à pouvoir résoudre ce problème et à pouvoir faire en sorte que cette situation qui apparaît aux Français comme étant assez inacceptable puisse être résolue et montre bien qu'il s'agit d'une forme d'un des symboles, soit de l'incapacité du politique à pouvoir répondre à cet enjeu-là, soit d'un des enjeux justement du politique pour faire en sorte qu'il y ait une situation sociale, humaine et en matière également de qualité de vie locale qui puisse s'améliorer. Françoise Sivignon, cette annonce de prise en charge par l'État de distribution des repas à Calais, c'est un geste que vous saluez, un geste de la part d'Emmanuel Macron, de l'État ? Ah oui, absolument, parce que jusqu'à présent, c'était bien les associations qui répondaient à ces besoins vitaux d'avoir accès à la nourriture. Il faut que ça soit distribué dans des conditions dignes, bien évidemment, pas sous la pluie ou dans le froid. Donc on est dans un contexte qui nécessite, surtout pour ces personnes, je dirais, qui ont eu un parcours migratoire compliqué, douloureux,
d'avoir accès à des besoins élémentaires, de l'alimentation élémentaire pour leur permettre de survivre dans les meilleures conditions possibles. Quand on dit l'incapacité des politiques, ce que je regrette et ce qu'on regrette collectivement, et en fait Médecins du Monde a refusé de se joindre à la dernière rencontre avec M. Macron, on fait exceptionnellement la politique de la chaise vide chez Médecins du Monde. On siège, on discute, on écoute aussi ce qu'ont nous dire les politiques. Donc mais là, en l'occurrence, oui, parce que collectivement, encore une fois, on a de multiples plateformes qui accompagnent les personnes migrantes. On n'a pas été tellement concertés ni même écoutés. Et on regrette profondément. Et on l'a dit à M. Édouard Philippe, on a été très déçus de cette attitude. Pour quand même un gouvernement qui se recommande, qui se revendique issus de la société civile, il manque un étage, il manque une marche quelque part. Alors on ne va pas faire les politiques publiques, bien évidemment, mais sur d'autres sujets, comme la stratégie nationale de santé, par exemple, on peut se permettre de donner des propositions. Et là, on n'a pas eu d'espace, franchement. On le regrette profondément. On le regrette profondément. Et puis, on aura des propositions à faire, mais l'espace, encore une fois, est extrêmement réduit. Il y a une chose vraiment que je ne comprends pas. Lorsque l'on regrette un manque de dialogue, lorsqu'on regrette un manque d'écoute, comme vous êtes en train de le dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait justement la politique de la chaise vide. Lorsque l'on a justement un moment, un forum de discussion, lorsque l'on a un président de la République qui se déplace sur place, qui consacre du temps, et on voit très bien qu'Emmanuel Macron, dans l'ensemble de ses déplacements, et quand bien même il a un agenda qui est serré, il prend le temps de répondre aux interpellations, il prend le temps d'échanger avec les différents acteurs. Moi, je pense que c'est un rendez-vous manqué, en effet, c'est un coup politique, c'est ce qui est indiqué, mais c'est dommage pour finalement ce que vous auriez pu apporter sur le fond. Donc c'est dommage pour la finalité de ce que vous voulez apporter. Ensuite, sur les rencontres, sur la méthode, moi je tiens à saluer la méthode du gouvernement, aussi bien de Gérard Collomb que du Premier ministre, qui ont reçu les associations, qui ont donné aux associations les éléments du texte loi immigration avant même que les parlementaires aient ces textes. Vous avez été associés bien en amont, vous avez été associés un maximum à ces éléments-là, et moi je trouve dommage de ne pas saisir cette occasion, en effet. Vous ne pouvez pas dire qu'on a été très associés alors que les associations ont quand même dénoncé une partie du texte, pas l'ensemble, tout ce qui concerne l'amélioration, on va dire, au droit d'asile, on est bien évidemment d'accord avec les propositions faites, mais pour le reste, non. En fait, pour le reste, c'est à faire. On n'a pas encore de calendrier parlementaire. Il y a énormément de temps pour vous pour faire des propositions. Oui, ce qui fâche. Alors, on va en faire. Il nous a été proposé d'en faire. Donc on enverra les uns et les autres des notes en fonction de notre expertise, nous en particulier sur les questions de santé. Mais ce qui a quand même fâché, au-delà des associations, ça a été cette fameuse circulaire, des circulaires. Donc on va y venir, c'est dans un prochain chapitre. Je voudrais qu'on revienne d'abord, parce que vous l'avez un petit peu évoqué, Jean-Daniel Lévy, le rôle de la Grande-Bretagne. Ce sont évidemment les accords du Touquet. Emmanuel Macron y a fait allusion sans les citer au tout début de son discours. Et pour bien comprendre, je voudrais qu'on regarde ensemble les quelques points majeurs de ce texte. Il place la frontière britannique à Calais, il permet aux agents français et britanniques de faire des contrôles dans les deux pays, et il a mis en place le partage du traitement des demandes d'asile. Est-ce qu'il pose problème, ce texte? Est-ce qu'il désavantage la France, Jean-Daniel Lévy, puisque vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure? Je ne sais pas s'il désavantage la France, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui une interrogation de la part des Français sur comment se fait-il qu'il y ait aujourd'hui autant de migrants qui soient présents à Calais, alors qu'ils n'ont pas, et en tout cas ils n'indiquent pas qu'ils souhaitent rester sur le territoire national. Donc les Français ne sont pas forcément toujours au courant des enjeux, de la manière dont se passent les accords, la raison pour laquelle, comme vous l'avez indiqué, la frontière se passe à Calais. Et non pas de l'autre côté de la Manche. Mais que ça pose un certain nombre de questions, et c'est un des points sur lesquels Nicolas Sarkozy avait été implicitement interrogé par les Français. C'est un des points sur lesquels François Hollande avait été interrogé par les Français. Et c'est un des points sur lesquels aujourd'hui Emmanuel Macron est interrogé par les Français. Et on accueille sur ce plateau François Gémen qui vient donc d'arriver, je vous en prie. Vous êtes chercheur en sciences politiques et spécialiste des migrations. Monsieur Gémen, on était justement en train de parler des accords du Touquet qu'Emmanuel Macron a un peu évoqué lors de son discours tout à l'heure à Calais. Est-ce qu'il faut demander aux Britanniques, en clair, de payer plus et de s'occuper davantage de ces migrants? Pas seulement de payer plus, mais avant tout d'accueillir chez eux les mineurs isolés et de permettre le regroupement familial, c'est-à-dire de répondre à leurs obligations en droit international. Il est clair que ces accords du Touquet, tels qu'ils sont aujourd'hui, sont complètement déséquilibrés. Et le grand test, en réalité, il aura lieu après-demain à Sandhurst, lorsqu'il va y avoir ce sommet franco-britannique. Si Emmanuel Macron ne parvient pas à obtenir une renégociation des accords du Touquet, toutes les paroles d'aujourd'hui seront des paroles en l'air. Le vrai test, il est après-demain.
Et les Anglais doivent, à mon sens, accueillir au moins les mineurs isolés qui sont aujourd'hui à Calais et ceux qui vont rejoindre leur famille en Angleterre. Ça fait partie des obligations humanitaires minimales que l'Angleterre doit accepter. La France ne peut plus continuer à faire pour le compte de l'Angleterre ce qu'elle refuse de faire. Alors on va remonter un peu dans le temps. Souvenez-vous de ce que disait Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat. On est en janvier 2017. Angela Merkel est alors assez critiquée pour sa politique d'accueil des réfugiés. Emmanuel Macron publie une tribune dans Le Monde et voilà ce qu'il écrit. La chancelière Merkel et la société allemande ont été à la hauteur de nos valeurs communes. Elles ont sauvé notre dignité collective. Écoutez ce qu'il a déclaré tout à l'heure. Parce que l'objectif, oui, il est bien d'accueillir tout le monde de manière inconditionnelle, de vérifier tout de suite, de pouvoir instruire rapidement, de protéger les uns, de raccompagner les autres. Aussi, si l'accueil inconditionnel des personnes vulnérables est l'honneur de la République, l'accueil inconditionnel ne veut pas dire l'accueil indifférencié. François Sivignon, est-ce que vous trouvez qu'il a changé de cap? Est-ce qu'il y a eu un changement de discours entre ce que vous imaginiez, d'après ce qu'il disait lorsqu'il était candidat, et ce qu'il a déclaré aujourd'hui? Oui, clairement, je ne suis pas la seule à le dire. Encore une fois, il y a de multiples associations, des acteurs hors société civile également, des intellectuels. Et je vois également une tribune du Monde aujourd'hui signée par M. Pisani-Ferry. Donc oui, le discours a changé. Il y avait un ton et une intention de faire beaucoup plus humaniste que ce qui est proposé aujourd'hui à travers le projet de loi Asile et Migration. Je peux vraiment pas laisser dire ça, puisque moi j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron et j'étais experte justice. Je fais partie donc de celles et ceux qui ont construit tout le programme, notamment en ce qui concerne la réduction de la procédure d'asile. Et notre programme a toujours été très clair sur ces éléments. C'est-à-dire, oui, un accueil inconditionnel et oui, une procédure d'asile plus digne en 6 mois, et c'est ce que nous avons proposé. Et à côté de cela, pour toutes les personnes en situation irrégulière, une reconduite à la frontière plus efficace. Et cela était dans le programme, c'est écrit noir sur blanc, c'est encore visible sur le site de La République En Marche. Alors c'est intéressant que vous disiez c'est écrit noir sur blanc parce qu'on a justement fabriqué 2 tableaux avec justement les mesures dites dures, en tout cas dénoncées par les associations, et les mesures plus généreuses dont on parle assez peu finalement. Le premier tableau, les mesures dites dures, recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence, c'est ce qui fait hurler notamment les associations. Augmentation des reconduites à la frontière, délai raccourci, 90 jours au lieu de 120 jours pour déposer un dossier de demande d'asile et allongement de la durée de rétention administrative de 45 à 90 jours. Ce sont les fameuses propositions dénoncées aujourd'hui. Il y a aussi les mesures annoncées plus généreuses, 400 places supplémentaires dans ces centres en 2018, allongement de 4 ans de certaines cartes de séjour, extension de la réunification familiale, augmentation du nombre d'heures pour apprendre le français. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, un peu caricature de la politique d'immigration d'Emmanuel Macron? François Gémen. Je dirais que le problème, c'est l'approche générale de cette politique. Et aussi, il faut le dire, la discordance qu'il y avait entre les propos du président et la réalité sur le terrain, qui était la réalité de conditions très très dures et de conditions d'accueil souvent inhumaines. Et on a parfois dit que Emmanuel Macron était dans ce sens l'anti-Sarkozy. C'est-à-dire que autant Nicolas Sarkozy était très dur dans les paroles, un peu moins dans les actes, autant Emmanuel Macron, c'était l'inverse, avec un discours très humaniste, mais une réalité très dure sur le terrain. Alors on va voir si le discours d'aujourd'hui et les mesures annoncées, vous avez dit, effectivement, il y a des mesures plus dures, il y a des mesures plus accueillantes, marquent une inflexion. Le problème, à mon sens, de cette réforme aujourd'hui, c'est qu'elle intègre cette idée du tri des migrants, qui était quand même quelque chose qui faisait hurler il y a 6 mois et qui quelque part se fonde sur une dichotomie assez simpliste, comme s'il y avait d'un côté les bons réfugiés politiques dont la présence serait légitime et de l'autre côté les mauvais migrants économiques qu'il faudrait renvoyer chez eux comme on renvoie des marchandises à l'expéditeur. C'est une question Alors, de droit. En réalité, il y a aujourd'hui, c'est pas un tri, c'est pas une identification, c'est qu'aujourd'hui il y a des réfugiés politiques et il y a des personnes qui migrent vers des pays. Ce sont 2 choses complètement... Il y a un côté à sacraliser, qui est celui des réfugiés, des demandeurs d'asile, et il y a toutes les autres sortes de migration. Vous ne pouvez pas renforcer la protection des uns au détriment de celle des autres. Et ceux qu'on voit aujourd'hui comme des migrants économiques, c'est-à-dire notamment des Africains de l'Ouest qui arrivent en France, transitent souvent par la Libye, alors que leur projet, ce n'était pas d'arriver en Europe, mais c'était de fuir leurs conditions au pays et de travailler en Libye. Et la Libye, qui est devenue aujourd'hui un camp de concentration à ciel ouvert, ils fuient la Libye, ils fuient des violences politiques, des exactions, de la torture et parfois de l'esclavagisme. Et donc, ils devraient pouvoir être considérés aussi comme réfugiés politiques. Mais s'il y a aujourd'hui cet engorgement
de la procédure d'asile, qui effectivement est un vrai problème et qui motive aujourd'hui la réforme, c'est parce qu'il n'y a pas non plus en France de véritables possibilités sûres et légales d'immigration dite économique. Et donc, comme il n'y a pas d'autre moyen de rentrer en France que via l'asile, c'est cela qui fait que la procédure d'asile est engorgée. Et donc, vous ne pouvez pas réformer la procédure d'asile sans ouvrir aussi des canaux d'accès sûrs et légaux pour l'immigration économique, sinon votre politique sera... Je vais vous laisser répondre juste, François Sivignon. Je ne vais pas reprendre ce que dit très bien M. Gemène sur le... Il y a quand même une partie de la population, de ces personnes qui arrivent sur le territoire français, qui sont difficiles à catégoriser. Bon, on l'a dit et redit les uns et les autres, avec à l'appui des recherches extrêmement précises là-dessus. Nous, on a eu une demande, par exemple, très, très précise auprès du Premier ministre, qui est de considérer différemment cette population qui est étiquetée ni expulsable, ni régularisable. Il y a 30-40 000 personnes, je ne sais pas exactement. C'est quand même une demande qui n'est pas extraordinaire. Enfin, en termes de nombre, j'entends que 30 000, ça peut paraître beaucoup, mais même cette demande-là, elle n'a pas été considérée. Parce qu'il faut quand même exemplariser ces cas de figure. Ces personnes sont dans une situation extrêmement précaire, sans statut en France. Voilà. C'est juste pour exemplariser une possibilité de faire bouger. On la fera, cette proposition, parce que toutes les associations l'ont demandé. Absolument. Toutes les associations l'ont demandé. Mais juste très rapidement sur ce dernier point, en tant que juriste, moi j'ai beaucoup de mal à considérer qu'il existe une zone de nini, c'est-à-dire qu'on a un droit où on ne l'a pas. Et c'est ça qui est la difficulté aussi de cette situation, puisque derrière il y a une situation humaine, mais un droit, on l'a ou non. Vous évoquiez tout à l'heure des mesures qui peuvent paraître et qui sont dures, dites dures, mais quand on les regarde dans le détail, quand on lit cette circulaire, combien de personnes ont vraiment lu cette circulaire? Parce qu'on entend beaucoup de choses. On entend parler d'agents de police qui viendraient trier les personnes dans des centres d'hébergement, alors qu'on a des agents qui sont des agents de la préfecture, qui travaillent déjà aujourd'hui sur tout le volet d'immigration et qui vont juste se mettre à disposition des demandeurs d'asile pour pouvoir mieux les orienter vers les centres dédiés, vers les logements dédiés. Lorsque l'on parle de l'extension, en effet, de la durée de rétention, on passe de 45 à 90 jours. C'est vrai, on double, on a l'impression que c'est beaucoup, mais la directive européenne, si on l'avait transposée, comme tous nos voisins européens, on serait à 180 jours. Voilà. Il y a tous ces éléments de contexte aussi à prendre en considération lorsqu'on analyse cette politique. Et vous parliez tout à l'heure également de tous les migrants économiques. Oui, c'est un texte asile et immigration. Il y a le passeport talent notamment que nous allons étendre pour qu'un maximum de jeunes, de chercheurs, d'étudiants puissent venir en France dans de meilleures conditions. Et il y a tout le volet intégration qui relève de la mission de mon collègue Aurélien Taché. Emmanuel Macron fait-il finalement ce qu'attendent les Français? On va avoir besoin de vous, Jean-Daniel Lévy, pour répondre à cette question. Mais Emmanuel Macron a déjà son avis sur ce sujet. Écoutez. Parce que c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Ils attendent l'ordre, l'autorité là où elle doit être exercée, l'humanité à chaque instant. Et ils n'attendent pas des déclarations. Ils attendent des manches retroussées pour agir sur le terrain, dans ce cadre, avec celles et ceux qui portent la République et l'ambition de la République au quotidien. Et je vais ajouter ce tweet d'un internaute qui répondait à notre question Internet du jour. Emmanuel Macron va-t-il trop loin en matière d'immigration? Regardez cette réponse de l'ICAR. Non, il ne va pas trop loin. Il applique ce que pense la majorité des Français. Jean-Daniel Lévy. C'est vrai à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une tension qui existe à l'égard de l'immigration, bien plus nette que ce que cela pouvait être le cas il y a encore quelques années. On peut d'ailleurs voir qu'en matière de sémantique, il y a quelques années, on parlait de sans-papiers. Aujourd'hui, on est amené à parler de clandestins. On parlait en fait de réfugiés. Aujourd'hui, on parle de migrants. Donc, il y a dans l'espace public une évolution de la nature du débat et des conditions qui amènent certaines populations à être présentes sur notre territoire. Mais du coup, vous diriez qu'il y a un clivage entre le discours des ONG et l'opinion française? Et c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément face à une population qui dit « oui, on souhaite qu'il y ait plus d'immigrés sur notre territoire ». Et quand on les interroge plus précisément, ils souhaitent qu'il y ait même une politique aujourd'hui qui amène à ce qu'il y ait un accueil de moins d'immigrés sur notre territoire. Et ce qui est une forme de nouveauté, c'est qu'il pouvait y avoir une forme de dichotomie, même si les Français ne font pas forcément le tri, entre, pour faire vite, ceux qui sont appelés à venir au nom du regroupement familial, ceux qui peuvent venir pour étudier, ceux qui peuvent venir notamment parce qu'ils sont dans des conditions sanitaires relativement précaires, et que quelles que soient les situations que l'on propose aux Français, que l'on soumet au jugement des Français, on a globalement une appétence qui est une appétence à ce qu'il y ait une politique, soit qu'il y ait autant, soit qu'il y ait moins d'accueil d'immigrés sur notre territoire. C'est quand même une évolution qui est une évolution assez nette depuis quelques années, et notamment, et vous y faisiez implicitement référence tout à l'heure,
Depuis 2011, depuis ce qu'on a appelé rapidement les printemps arabes, il y a une tension plus forte de la part des Français à l'égard du phénomène migratoire, et ce, quels que soient ses types de déclinaisons. Il y a des enjeux d'opinion et des enjeux politiques. Donc, d'après le Parisien, voilà ce qui se dit place Beauvau. Si Emmanuel Macron n'est pas au rendez-vous, d'autres sont à la porte. Sous-entendu, évidemment, le Front National et notamment Marine Le Pen. Que répondez-vous à cela, François Gémen ? Mais sur cette question de l'opinion publique, deux choses. D'abord, par rapport au tweet qu'on vient de voir à l'écran, même si le verbe aurait dû être accordé au pluriel, mais enfin, c'est une question secondaire. Je pense qu'il y a deux choses importantes sur la question de l'opinion publique. Un, si l'opinion publique réagit de la manière que vous avez décrite, c'est d'abord parce que les images qui lui sont renvoyées de l'immigration sont toujours des images de crise. C'est-à-dire qu'on voit les bateaux en Méditerranée qui font naufrage, on voit ces situations insupportables à Calais. Donc, haro sur les médias. Et donc, non, certainement pas, parce que c'est une information qu'il est important de relayer et que c'est une situation qui se passe. Mais il convient de rappeler que l'essentiel de l'immigration en France, c'est une immigration tout à fait régulière. Ce sont des gens comme moi qui sont arrivés de Belgique il y a une dizaine d'années. J'ai jamais eu l'impression d'être concerné lorsque les Français disaient qu'ils voulaient moins de migrants. Ce que simplement les images qui leur sont envoyées sont sans cesse les images d'une situation de crise et effectivement qui génère chez les Français de l'anxiété. Et c'est bien normal. Et je crois qu'il est important de montrer et de rappeler que l'essentiel de l'immigration, ce sont des gens comme vous et moi qui ont une vie normale, qui vont emmener leurs enfants à l'école, qui répondent à des offres d'emploi, qui font la cuisine chez eux. Ça, je crois que c'est important de le dire. Les Français ne fondent pas leur opinion politique uniquement sur ce qu'ils voient dans les médias. Il y a aussi une bien sûr. Alors, c'est d'où mon deuxième élément, de rappeler que le rôle d'un leader politique, c'est aussi de former l'opinion publique et de guider l'opinion publique et pas seulement de la suivre. Envers et contre tout ? Certainement, envers et contre tout. Dans une démocratie, ce sont les élections et non les sondages d'opinion qui doivent faire la politique. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler. François Sivignon. Oui, pour poursuivre ce que dit Monsieur Gémen, je pense qu'il y a tout un discours autour des migrants qui a été fortement porté pendant le temps électoral de la présidentielle, qui aurait pu changer aussi. On a, somme toute, assez peu entendu une rhétorique autour de l'apport social, de l'apport courageux que peut constituer cette population nouvellement arrivée. Et encore une fois, alors évidemment, aller contre l'opinion. L'opinion, nous, on la voit peut-être un peu différemment sur le terrain à travers des initiatives citoyennes, à travers aussi la parole de certains maires des grandes villes, qui sont grandes et petites villes, qui sont prêts à accueillir plus, différemment. Donc il y a tout ce volet-là qui est peu porté. La deuxième chose, c'est que on aurait pu espérer un courage politique ou un discours différent aussi de M. Macron. C'est-à-dire que enfin, les associations en parlent aussi. Il y avait une opportunité, il y avait une opportunité politique qu'il aurait pu saisir pour prendre un leadership différent en Europe, finalement, et dire OK, on va considérer ce phénomène migratoire différemment à l'aune de ce qui se passe. Sauf qu'un stratège macroniste a dit encore aux Parisiens, Angela Merkel paie très cher sa générosité aujourd'hui. Oui, et puis à côté de ça, je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer la position d'Emmanuel Macron. Encore une fois, il suffit de lire Révolution, il suffit d'écouter, je crois que son 3e discours de campagne, c'était sur le vivre ensemble. Bien sûr que nous avons et nous continuerons d'avoir une position humaniste et de ne pas généraliser cette vision qu'on peut avoir et qui est la vision portée aussi par l'extrême, qui est portée par l'extrême droite, de ce rejet complet de l'autre. Ce n'est absolument pas comme ça que pense la République. Ça râle quand même dans les rangs en marche. Il a fallu faire de la pédagogie. Ça râlait sur la méthode, sur le fait de ne pas savoir, sur le fait de se dire mais que pouvons-nous répondre aujourd'hui puisque tout ce que nous avons, ce sont des informations qui arrivent par voie de presse. Je peux vous dire qu'à partir du moment où nous avons commencé à travailler sur le fond des mesures et où nous avons travaillé vraiment, eh bien, on a vu l'équilibre de ce texte qui repose en effet sur deux jambes. Vraiment, un accueil plus digne des migrants, c'est ce qui est le plus important. Moi, j'ai défendu des demandeurs d'asile. Lorsque l'on est pendant 2 ans dans une situation d'instabilité, alors que l'on sort déjà d'un théâtre de guerre, eh bien non, on n'est pas dans un accueil digne et à la hauteur de notre République non plus. Jean-Daniel Lévy, il nous reste une quarantaine de secondes. Le mot de conclusion. Mais que les situations ne sont effectivement pas figées et qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont posés, effectivement, tels qu'on peut les voir, notamment à travers la Méditerranée, notamment avec un sentiment d'insécurité qui aujourd'hui est lié par une partie des Français lié à l'immigration, mais qui n'est pas que ça, et qu'on peut voir qu'on est quand même face à des Français qui ne sont pas forcément uniquement faits d'une traite, et qu'en fonction de la manière dont les enjeux sont posés, en fonction des images qu'ils peuvent recevoir, ils peuvent être amenés effectivement. Le débat pourrait s'envenimer dans les semaines à venir ? S'envenimer ou changer de nature, parce qu'il y a quand même une partie qui est une partie sociale, il y a une
partie qui est ouverte, on reste le pays des droits de l'homme, et on sait que les Français sont assez nettement travaillés par ces dimensions-là. Aujourd'hui, c'est vrai que les enjeux sont posés en matière de sécurité, en matière d'insertion des immigrés, pas forcément, effectivement, en termes d'apport qu'il pourra apporter à notre pays. Ce sera le mot de la conclusion. Merci. Angela Merkel ne paye pas très cher sa politique migratoire, elle va entamer un 4e mandat. Elle sort d'une crise majeure, en tout cas au sein de son gouvernement. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. On en reparlera sur Public Sénat et on vous réinvitera. Merci en tout cas. On va poursuivre d'ailleurs cette discussion dans le match des idées, mais sous un autre angle. Les caméras de l'Élysée ont suivi cette visite présidentielle à Calais. Les images étaient diffusées en direct sur Dailymotion. Que penser de cette opération de communication? Y avait-il d'ailleurs opération de communication? Emmanuel Macron cherche-t-il, là encore, à humaniser sa politique après les attaques violentes dont il a fait l'objet? On va en parler dans un instant avec nos invités. On va en débattre, mais d'abord ce sujet de Sandra Cerquera. Au cœur de cette visite du centre d'accueil près de Calais, des moments d'échange avec les bénévoles et surtout avec des migrants. Comme avec ce Soudanais de 25 ans, arrivé en 2015, que le chef de l'État tente de rassurer. Ce que vous avez décrit, je crois, relève en effet de l'asile. Donc, on va essayer de faire les choses le plus vite possible. Depuis plusieurs semaines, les critiques pleuvent sur sa gestion des migrants. Alors il s'agit bien là pour Emmanuel Macron de faire de la communication, de reprendre la main en jouant la carte de l'humanité. Sans changer de ligne pour autant, le chef de l'État se livre à un véritable jeu d'équilibriste. Devant les forces de l'ordre, le ton change et le contraste est saisissant. Un discours de fermeté, avec un tour de vis sur les expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Un discours de vérité. L'État s'engage. L'État n'est pas dans la démagogie, dans la facilité ou dans l'irresponsabilité. Emmanuel Macron joue ainsi l'opinion publique, dont la majorité est favorable à un durcissement des conditions d'accueil des migrants. Le chef de l'État prépare ainsi les esprits avant la présentation du projet de loi Asile-Immigration, prévu fin février. Avec nous pour ce match des idées, Marie-Virginie Klein, bonsoir, conseillère en communication du cabinet Tilder, Arnaud Benedetti, professeur en histoire de la communication à la Sorbonne et auteur de La fin de la com. On a vraiment vu deux visages d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ce matin auprès des migrants, à l'écoute, un visage plutôt humain, et puis ce midi, en début d'après-midi, un discours très ferme. Là aussi, il fait du en même temps en matière d'immigration, c'est ce qu'on pourrait dire, Marie-Virginie Klein? Il fait du en même temps sur la forme, et effectivement. Ensuite, sur le fond, moi je trouve qu'il ne fait pas du tout du en même temps, puisqu'il a clairement pris une position assez ferme, et il a confirmé la fermeté de sa position sur sa politique migratoire. Ne serait-ce qu'en termes de symbole, il a prononcé son discours depuis la caserne de gendarmerie de Calais. Il a annoncé une prime aux résultats pour les policiers de Calais. Il a soutenu les forces de l'ordre à maintes reprises. Donc pour moi, le en même temps, sur la forme, peut-être, à travers sa visite de terrain, mais sur le fond, il n'y a pas de en même temps. Donc on n'était pas dans une opération séduction où on essaye de montrer qu'on est à la fois doux et à la fois ferme. Non, c'est clairement un discours sur l'ordre républicain, et l'ordre républicain dans les circonstances exceptionnelles, comme diraient les juristes. Donc je crois que là-dessus, c'est la volonté du président de la République de répondre à une demande de fermeté et d'autorité qui, sur cette question, semble en tout cas émaner de l'opinion publique telle que le montrent un certain nombre d'études et de sondages. Ceci dit, c'est vrai que la question du en même temps se pose, parce que c'est le en même temps qui est confronté à la réalité du terrain, à la réalité du fait. Qu'est-ce que c'est que le en même temps, en fait? Le en même temps, c'est épouser la complexité d'une question pour essayer de la dépasser. Sauf que là, on est sur une question qui est extrêmement clivante, qui est extrêmement passionnelle, et où le dépassement est extrêmement difficile, parce que la question du consensus sur cette question est très difficile à obtenir. Donc on voit quelque part les limites de la communication et de ce format du en même temps en matière communicationnelle sur un sujet qui, encore une fois, est un sujet qui est extrêmement prégnant dans l'opinion publique et qui appelle des réponses, en tout cas de la part de l'opinion publique, des réponses plutôt de fermeté. Et en effet, je vous rejoins, c'est plutôt un discours de très grande fermeté et de très grande autorité qui a été exprimé là par le président de la République. Et je crois que c'est en tout cas ce qu'il faut retenir de cette séquence de communication. Tout de même, les mots ont été, le discours a été polissé ces dernières semaines. Je voudrais juste vous donner quelques exemples. Les éléments de langage travaillés, on dit efficacité plutôt que fermeté. Ils disent éloignement plutôt que reconduite à la frontière. Il y a eu un travail de fait sur l'image. Sur l'image, il y a un travail de fait, mais moi, le sentiment que j'ai quand je regarde les réactions sur les réseaux sociaux, c'est que
l'ensemble des gens a l'impression plutôt que c'est une opération cosmétique. C'est vrai qu'il a prononcé le mot État tout à l'heure, je ne sais pas combien de fois, qu'il a rendu hommage aux associations, aux bénévoles, vraiment de façon très appuyée, très marquée. Mais sur le fond, le sentiment qu'on a quand on écoute ce qu'il dit, c'est qu'il veut juste priver complètement la droite d'oxygène. Et je crois que c'est que là, il ne cédera pas à sa stratégie politique quelques éléments d'avancée en termes de communication. Je suis d'accord sur la forme, mais encore une fois, on sait tous que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est très doué, qui sait évidemment passer la crème, qui dit des choses pour faire en sorte de mettre tout le monde d'accord. Mais là, à part il a fait une concession, il a quand même annoncé que l'État prendrait en charge la distribution des repas pour les migrants. Mais quand on met ça dans la balance par rapport au reste, ça pèse très peu. C'est plutôt prophylactique. Mais enfin, en effet, je crois que ce qui est frappant dans son discours, c'est qu'il fait le pari de l'opinion publique, du soutien de l'opinion publique contre un certain nombre d'acteurs de la société civile, les ONG, parfois un certain nombre de médias. Il a été très critiqué. Souvenez-vous de la une de l'Obs il y a de cela une semaine, qui était extrêmement, qui a été considérée comme une une assez violente à son encontre. Donc, on le voit derrière des barbelés. Il est dans une position et dans une posture, en tout cas, d'extrême fermeté. Sauf que, en communication, il y a les mots, et puis ensuite, il y a la réalité. Donc, on ne pourra véritablement, sur cette question de l'efficacité de la politique migratoire, là aussi, comme sur la politique économique, le juger qu'avec le temps. Et il est vrai qu'à un moment donné, lorsque la communication est invalidée par les faits, ça ne devient plus que de la com, et c'est là que qu'on peut rencontrer les problèmes. Et on a vu la une de l'Obs dont vous parliez à l'instant. Autre sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est ce nouveau départ de la vie politique. Après NKM, Najat Vallaud-Belkacem, Marion Maréchal Le Pen, aujourd'hui c'est Didier Guillaume qui a annoncé son retrait. Président du groupe socialiste au Sénat, j'ai décidé de quitter la vie politique, écrit-il sur sa page Facebook. Je n'ai jamais oublié que les mandats politiques avaient un début et une fin. Écoutez ce qu'il a répondu tout à l'heure à Marie Brémaud et à Simon Barbary pour Public Sénat. J'étais très heureux de cet engagement politique depuis tant d'années, très heureux d'avoir été élu local, maire, conseiller général, président du département, sénateur. Ici même au Sénat, je me suis vraiment éclaté, c'était formidable. Comme premier vice-président, comme président de groupe, j'ai vécu des moments vraiment très beaux, mais j'ai pensé qu'à un certain moment, à mon âge, je pouvais tourner la page et faire autre chose, un nouveau challenge professionnel. Et c'est ce que je vais tenter maintenant de faire. Marie-Virginie Klein, je le disais en introduction, c'est pas le premier, évidemment pas le dernier. Est-ce qu'on est à un tournant de la vie politique? Que se passe-t-il? Alors, il y a quelque chose, quand j'écoute, il veut se tourner vers un nouveau challenge, etc., il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, on arrête de faire que de la politique. C'est quelque chose qui n'est plus dans l'air du temps et ça ne se fait plus. Alors lui... De passer 40 ans en politique, vous voulez dire? C'est quelque chose, je pense qu'on arrive à la fin de ce process-là et qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, on se dit, la meilleure manière de rebondir et la meilleure manière pour moi d'être crédible, c'est de faire autre chose, c'est d'aller voir, apprendre quelque chose ailleurs pour mieux revenir. Ça me fait penser un peu à la stratégie du général de Gaulle à son époque de la traversée du désert que lui-même a appelé comme ça. C'est-à-dire qu'en 1946, il a décidé de quitter le gouvernement pour ne revenir qu'en 1958 et pour mieux revenir. À l'inverse, il y a des politiques qui n'ont jamais su partir. Je prends l'exemple de Nicolas Sarkozy qui, après son échec en 2012, a dit « je quitte la vie politique ». Finalement, il ne l'a jamais quitté et il n'est jamais revenu. Et je pense que là, dans les cas que vous évoquez, c'est quelque chose je pense que c'est un vrai levier. Donc c'est une modernisation même du monde politique, on pourrait parler de ça? C'est très difficile de répondre. Parce qu'il y a eu des phases quand même dans l'histoire politique française où vous avez eu des mouvements comme ça de grand départ. En 58, c'est le cas. Il y a toute une génération, celle de la 4e, alors pas tous, mais un grand nombre d'élus de la 4e qui vont disparaître des radars politiques. Donc c'est par vague. Alors non, mais c'est très difficile encore une fois de répondre. Est-ce qu'on est dans cette séquence-là ou est-ce qu'on est dans une séquence en effet nouvelle où l'idée d'une vie entière consacrée à la politique est un élément qui est en train de disparaître de la scène politique? Je n'en suis pas sûr. Moi, vous savez, il y a une phrase formidable d'un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber qui dit « La politique, ça consiste à tarauder des planches de bois dur ». Et il dit « Celui qui n'a pas cette capacité à résister à l'épreuve, qui n'est pas capable de résister à l'ingratitude des élections, celui-là, il faut qu'il abandonne
abandonne la vocation du politique, il vaut mieux qu'il cultive son jardin, il n'est pas fait pour de la politique. Alors, est-ce que les départs dont on a parlé là, c'est-à-dire Nathalie Kosciusko-Morizet, Najat Vallaud-Belkacem, Monsieur Guillaume ou Marion Maréchal-Le Pen, par exemple, ce sont des départs qui vont s'inscrire dans la durée, ce sont des départs définitifs, ou est-ce qu'il s'agit de stratégies politiques qui visent à prendre un peu de retrait pour revenir? C'est une autre question. Alors le général de Gaulle, c'est un très bel exemple. Sauf que le général de Gaulle, quand il part en 46, il part en espérant revenir beaucoup plus vite, puisqu'il fonde quand même un parti qui est le RPF et qui va être un des principaux opposants à la 4e République. Et ce sont seulement des moments exceptionnels qui sont ceux de la guerre d'Algérie de 1958 qui le permettent de revenir au pouvoir. Il y a un autre homme aussi qui a eu une carrière politique extrêmement longue et qui a connu quelques traversées du désert, c'est François Mitterrand, qui lui aussi s'est accroché, a tenu et finalement est arrivé au fait du pouvoir. Et puis c'est bien pour leur image, ça les humanise finalement de les voir partir et peut-être s'ouvrir à autre chose et notamment au monde privé. Oui, ça les humanise et puis ça les confronte à la réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui quand même, quand on fait que de la politique, on a relativement peu accès à tout un certain nombre de sujets qui concernent la quasi-totalité des Français. Donc moi je vous rejoins pas tout à fait. Je crois vraiment aujourd'hui qu'on ne peut plus faire de la politique toute sa vie et qu'on va en faire pendant 10 ans, 5 ans ou 15 ans, mais que c'est terminé, qu'on est passé à autre chose. Tendance LREM, tendance La République En Marche. Société civile et un peu de politique. Après, il y a d'autres sujets. On peut aussi parler des sujets de rémunération qui sont liés à ces choix. Ce qui est vrai, c'est que c'est quand même plutôt une spécificité française, cette longévité politique. Un homme politique dans d'autres pays, je pense en Grande-Bretagne, je pense aux États-Unis, quand il est battu, il quitte la vie politique et il ne revient pas. Vous n'entendrez jamais un président américain battu à la suite de son premier mandat se dire « je vais peut-être revenir ». En France, on a plusieurs exemples, vous avez cité Nicolas Sarkozy, et il y en a d'autres encore. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur cette initiative de la Voix du Nord. Le quotidien régional a décidé de mettre fin à la relecture des papiers par les interviewés politiques. Les journalistes se rebellent. Regardez le tweet de Patrick Yankelevitch, rédacteur en chef. « Nous prenons nos distances avec les politiques. Ils ne pourront plus relire et corriger leur interview avant publication, pratique qu'ils imposent à toute la presse écrite depuis des décennies, dit-il. Ça va faire de la place dans nos colonnes. Mettre de la distance, c'est exactement ce que proposait Emmanuel Macron lors de ses vœux à la presse. Cette saine distance ne facilite peut-être pas votre travail ou des habitudes qui avaient été prises. Elle ne facilite pas non plus toujours notre travail, parce que j'ai conscience qu'elle peut parfois faire naître une animosité en réaction. Mais elle est à la base de l'exigence que nous partageons. Marie-Virginie Klein, est-ce que là aussi on entre dans une nouvelle ère des relations entre politiques et journalistes ? La volonté affichée, c'est celle-là. En revanche, moi, je pense que le rédacteur en chef de La Voix du Nord se tire complètement une balle dans le pied. Complètement. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, ce qui distingue la presse écrite de la presse audiovisuelle, c'est que la presse écrite, c'est devenu quasiment le seul support où on peut avoir, on peut peser ses mots et on peut trouver les bonnes expressions qui explicitent clairement sa politique. Si la presse écrite, ça devient simplement un verbatim amélioré pour lequel on peut pas avoir un propos réfléchi, etc. Je ne vois pas pourquoi les hommes politiques feraient des interviews dans la presse écrite. Vous avez entendu ce qu'ils leur reprochent, c'est de vouloir corriger les textes, de changer le message, de modifier un peu les questions. Mais c'est justement ça l'intérêt. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la parole d'un homme politique ? Est-ce que c'est la parole qui est donnée à un instant T, qui peut être donnée sous le coup de l'émotion, sous le coup de la fatigue ou en fonction de l'état dans lequel on se trouve quand devant on les répond. caméras, dans les chaînes info. Exactement. Ou est-ce que la parole d'un homme politique, c'est une parole qui est pensée, qui donne des directives réfléchies ? Alors je comprends qu'on proteste contre certains communicants, dont parfois je peux faire partie, qui relisent, qui réécrivent, qui amendent, mais moi, personnellement, si on m'interdisait totalement de relire une interview, Vous ne la donnez pas ? Ben non, je la donne pas. Et en plus, l'autre sujet, c'est aussi celui de la résistance de la presse écrite face à l'instantanéité des réseaux sociaux. Si la presse écrite veut continuer à se démarquer face au Periscope, au Facebook Live, etc., qu'est-ce qu'on peut...
quelle solution peut-on trouver? Relecture et correction du travail de journaliste, c'est un peu... C'est pas nouveau, mais c'est le vieux débat entre information et communication. L'information se bâtit en opposition à la communication, dont elle considère que la communication, c'est un moyen de dissimuler une certaine forme de vérité, ou une certaine forme de réalité, voire une certaine forme de spontanéité par rapport à l'opinion. C'est un vieux débat. Mais la communication, ce n'est pas un gros mot. Et la communication politique n'est pas un grand mot. Parce que la communication, c'est quoi? La communication, elle est inventée au début du XXe siècle pour justement donner plus de transparence à un certain nombre de faits et un certain nombre de comportements. L'homme qui invente la communication et la communication politique, c'est un ancien journaliste américain qui s'appelle Ivy Lee. Et qu'est-ce qu'il invente? Il va inventer un procédé que nous connaissons tous aujourd'hui, qui s'appelle le communiqué de presse. Il est le prestataire de service d'un certain nombre de clients qui sont confrontés à un certain nombre de scandales, à un moment où les mouvements sociaux et à un moment où le journalisme d'investigation commence à apparaître aux États-Unis. Il va leur dire, vous ne pouvez plus continuer comme par le passé, parce que tout simplement, l'opinion publique est aujourd'hui en demande d'un discours de transparence. Et donc, la communication, c'est une invention aussi, c'est une conquête de la démocratie. Oui, mais si le discours de transparence se transforme en promotion. Alors après, le problème, évidemment, il ne faut pas être dupe. On sait très bien que la communication aussi est un moyen pour un certain nombre de décideurs à un moment donné d'échapper à un certain nombre de questions, d'échapper à un certain nombre d'interrogations et de présenter d'une manière plus favorable un certain nombre de choses et un certain nombre de positions. Ça, c'est une réalité à laquelle il ne faut pas... Les journalistes font face quotidiennement et c'est le coup de gueule de la Voix du Nord. Oui, mais en même temps, il y a d'autres manières aujourd'hui pour la presse d'obtenir un certain nombre de propos des hommes politiques, un certain nombre, une forme de spontanéité. Les réseaux sociaux sont là. Les hommes politiques sont aujourd'hui, et les hommes publics en général, sont sous les projecteurs en permanence. Ils sont scrutés, disséqués. Ils sont hyper visibles, beaucoup plus qu'auparavant, avec le tout info, avec les réseaux sociaux. Donc on a une manière de décrypter aujourd'hui qui est beaucoup plus présente que par le passé, leur comportement, leur code et leur fonctionnement. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les hommes politiques soient beaucoup plus forts face à l'opinion qu'ils ne l'étaient il y a une trentaine d'années ou il y a une quarantaine d'années. Je pense que même, et ça c'est ma thèse, c'est que la communication est beaucoup plus fragilisée parce qu'elle ne parvient de moins en moins à contrôler les comportements et les messages et les discours des hommes en général. Vulnérable. Et puis juste pour rebondir sur les propos d'Emmanuel Macron, je trouve ça amusant parce que je crois que c'est l'Élysée qui a refusé 3 fois de suite des interviews à la Voix du Nord, justement parce qu'il ne pouvait pas relire. Oui, mais en proposant Gérard Collomb. Enfin, l'histoire est un petit peu plus complexe que ça. Mais tout de même, Emmanuel Macron semble créer une forme de tension entre journalistes et politiques, une tension un petit peu inédite, notamment en déclarant qu'il mettrait fin au off, enfin qu'il veut arrêter un peu ces connivences entre politiques et journalistes. Est-ce que c'est pas lui qui se tire une balle dans le pied? Est-ce que c'est pas un grain de sable dans sa communication à lui? C'est surtout, je trouve, un peu contre-intuitif par rapport à sa pratique lui-même de la communication, puisqu'il est dans le contrôle permanent, et ça depuis le début, et qu'en aucun cas il a lâché prise sur les propos qui pouvaient sortir de sa propre personne, sur aussi les propos que ses ministres émettent, etc. Donc pour moi, sur la forme, il est pour plus de transparence, mais sur le fond, il pratique, il y a pas du tout de fluidité supplémentaire. Donc là aussi, je trouve ça très contradictoire. Moi, je crois qu'il est obsédé par le contrôle de sa communication. Il veut montrer qu'il contrôle d'une main de fer sa communication. Donc ça le dérange. Oui, mais la réalité, c'est qu'il a déjà bougé. Il a déjà infléchi sa communication. Sa communication avant l'été et sa communication après l'été, elle a évolué. Souvenez-vous, il ne donnait pas d'interview à la presse. Et face aux premiers soubresauts négatifs, si je puis dire, dans les codes d'opinion et dans les codes de popularité, il a décidé de quand même donner un certain nombre de biscuits à la presse et d'assouplir sa position vis-à-vis de la presse. Donc il essaye de contrôler, mais il est comme tout un chacun, il n'y arrive pas à 100%. Et c'est vraisemblablement l'obstacle auquel il est confronté. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Sophie Voutot. Elle vient nous présenter son livre « Ma vie d'auto-entrepreneur ». Elle nous fera part des difficultés qu'elle a rencontrées lorsqu'elle s'est lancée à son propre compte. Bercy a justement lancé les consultations sur le projet de loi Pacte. Pacte, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Ce matin, sur Public Sénat, la députée LREM de Paris, Olivier
Olivia Grégoire a longuement développé le sujet. Écoutez. L'objectif, c'est quoi? On a des chances, on a aussi des défauts et on a des faiblesses sur nos entreprises. On crée beaucoup d'entreprises en France, 550 000 par an. Néanmoins, on a deux difficultés, les faire grandir, les faire grossir, que nos TPE deviennent des PME, que les PME deviennent des ETI. Et on a du mal aussi à faire des entreprises des vrais créateurs d'emplois. Vous voyez, il y a un chiffre que je voulais partager avec vous hier, qui a été publié. 10% des créateurs d'entreprises fixent la création d'emplois comme leur priorité absolue. C'est assez faible. On a beaucoup d'entreprises qui se créent, mais trop peu qui créent des emplois. C'est une consultation qui a démarré au mois d'octobre. 6 binômes, pour aller vite, parlementaires et sénateurs, ont été mobilisés sur 6 axes fondamentaux de l'entreprise. Pour ma part, je travaillais sur le cycle de vie, création, croissance, transmission et rebond. Nous avons présenté pas moins de 980 propositions sur ces thèmes, après plus de 600 rencontres avec des institutions, une quarantaine d'organisations qui ont été reçues, une méthode très particulière. Et on va poursuivre cette réflexion avec l'entretien du jour. Nous recevons Sophie Voutot. Bonsoir, vous êtes... merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous publiez Ma vie d'auto-entrepreneur, pas vraiment patron, complètement tâcheron. On va en parler en détail dans un instant. Peut-être un mot de ce projet de loi Pacte que veut faire aboutir Bercy au printemps prochain. Beaucoup d'entreprises se créent en France, mais peu grandissent et créent de l'emploi. C'est ce que nous dit à l'instant Olivia Grégoire. C'est ce que vous constatez ? Alors, moi, je suis ravie que vous me posiez la question, mais en fait, c'est finalement pas tellement mon sujet, parce qu'en fait, en tant qu'auto-entrepreneur, je ne me suis pas considérée comme chef d'entreprise. Il me semble en fait que ce projet de loi concerne essentiellement les chefs d'entreprise à part entière. Voilà. Sinon, pour tout ce qui, moi, toutes les mesures qui peuvent accompagner évidemment les gens qui créent leur entreprise à aller mieux, je suis évidemment favorable. Alors, dans votre livre, vous racontez votre expérience d'auto-entrepreneur. Et alors, au départ, ce qu'on découvre, c'est que vous vous lancez avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes même galvanisé, vous vous dites c'est ça la solution au chômage, quoi. Alors je me dis c'est la solution au chômage et puis c'est aussi la solution à la subordination, c'est la solution aussi parfois même à des revenus assez bas, c'est la solution à pas mal de choses et c'est aussi la solution pour ceux qui sont en manque de créativité et en général quand on souhaite créer son entreprise c'est parce qu'on veut être indépendant, être seul maître à bord et prendre ses décisions voilà, en toute indépendance. Et alors c'est assez simple au départ, en quelques clics vous montez votre société, c'est après que ça se complique en termes de paperasse, d'administration? Oui, alors en fait, en ce qui concerne encore une fois les auto-entrepreneurs, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'on est capable de monter une entreprise, si il est question d'entreprise, encore une fois, en une dizaine de clics, on va dire, et on reçoit une petite semaine après le fameux, ce que j'appelle le petit sésame, en fait, qui est le numéro SIRET, qui nous permet en fait de pouvoir facturer aux clients qu'on est supposé avoir trouvé. Vous évoquez vos tout premiers clients, justement, un restaurateur notamment, et vous dites, un des aspects de l'auto-entrepreneuriat, c'est que vous devenez ce que le client veut. En fait, il faut être multicasquette pour être auto-entrepreneur. Racontez-nous un peu cette expérience. Alors, en fait, je raconte cette expérience parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu, en fait. Quand moi, je me suis mise à mon compte, j'avais prévu d'agir dans un... J'avais quand même un petit peu circonscrit mon champ de compétences, mais il s'avère qu'en fait... C'était quoi vos compétences? Alors moi, mes compétences, c'était effectivement des compétences assez larges en communication, mais vraiment ciblées relations presse essentiellement, mais par contre dans un domaine d'activité qui était plutôt, on va dire, l'édition. Voilà. Et pas la restauration. Et pas du tout la restauration, je n'y connaissais absolument rien. Mais là, c'est le premier client qui arrive. Il s'avère que c'est le premier client et que c'est pas un petit contrat. Voilà. Donc je me suis dit, peut-être que la première qualité d'un entrepreneur, c'est d'être opportuniste. Et les auto-entrepreneurs sont souvent opportunistes s'ils veulent pouvoir travailler. Et donc, moi j'ai accepté. On n'a pas le choix, il faut être multicasquette. Voilà, j'ai un contrat qui arrive comme ça sous mes yeux, qu'on me propose. J'ai signé en me disant, je verrai bien après comment je m'organise, comment je m'arrange pour pouvoir en fait effectivement mener à bien cette mission. Donc flexibilité, s'adapter. Voilà, adaptation. Vous vous rendez compte très vite que c'est sans horaire, que vous êtes corvéable à merci, que c'est 24 heures sur 24. Là, ça commence vraiment à se corser. Voilà. Alors déjà parce qu'en fait, effectivement, c'est un contrat qui était un petit peu gros pour moi, et puis surtout avec certainement des compétences qui étaient
cours d'acquisition, on va dire. J'ai pas travaillé seule, j'ai quand même constitué une équipe, donc je me suis retrouvée chef de projet, donc je me suis aussi formée en chef de projet parallèlement à l'exercice de cette nouvelle compétence. Et ce qui a été très 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 pénible, c'est qu'effectivement, déjà le fait même de créer son activité, ça demande du temps pour la gestion même de cette activité. Il y a quand même un minimum de formalités administratives à remplir, il y a quand même un aspect comptable, il y a le côté un petit peu secrétaire, il y a le côté commercial, parce que les clients, même si on en a un, il faut penser aussi à ceux qui vont arriver. Puis il y a l'aspect tout simplement aussi, le métier même qu'on est censé exercer au sein de cette activité. Tout ça, en fait, ça se conjugue, ça arrive en même temps. Il y a la nécessité aussi de se former, notamment tout ce qui est web marketing, tout ce qui est le digital, maintenant, qui est indispensable quand on veut exister, en fait, au sein d'une activité, d'une société. Et en fait, quand on met, en fait, toutes ces exigences, on les conjugue toutes ensemble, ça devient, et ces contraintes, ça devient, en fait, intenable au niveau de l'emploi du temps. Est-ce que vous avez senti que les clients en profitaient de ce statut précaire, notamment dans vos tarifs? Vous dites, à un moment donné, il fallait que je sois moins cher. Est-ce que vous avez senti qu'ils saisissaient aussi l'opportunité de ces indépendants, ces auto-entrepreneurs, en se disant, lui, il sera forcément moins cher que des prestataires un peu plus importants? Alors, je l'ai particulièrement bien senti, puisque, de toute façon, j'arrivais avec une grille de tarifs et qu'on me disait toujours, c'est trop cher. Voilà, donc on me les faisait baisser, puisque ils se rendaient bien compte que si je prenais pas ce client-là, il n'était pas certain que j'en ai un autre. Et en fait, je pense qu'il joue un petit peu justement aussi sur la crise et sur le fait qu'on est bien obligé parfois de prendre ce qui passe. Vous parlez de la grande solitude dans laquelle se trouve l'auto-entrepreneur. Et contre cela, il y a ce qu'on appelle les espaces de coworking. Oui. Vous y avez un peu goûté, racontez-nous. Oui, alors au bout d'un an seulement, au bout d'un an d'activité, parce que quand même un espace de coworking, c'est pas gratuit. Donc il faut avoir une activité assez pérenne pour pouvoir en fait pouvoir tout simplement payer après son loyer. Moi j'en parle parce que c'est quelque chose qui sauve. Quand on est auto-entrepreneur, on est souvent dans une solitude. Déjà, souvent l'entrepreneur est dans une solitude, mais auto-entrepreneur, on est particulièrement isolé. Et quand on a l'habitude de salariat ou quand on aime travailler en équipe ou qu'on a une fibre sociale particulièrement développée, ce qui est mon cas, qu'on a envie de faire une pause café, avoir des collègues, qu'on a envie de discuter, même des fois se disputer un petit peu avec ses collègues, ce qui peut arriver. En fait, c'est tout ce lien social en fait qui manque quand on est auto-entrepreneur et que moi j'ai retrouvé au sein en fait de cette structure qui est un coworking solidaire où il accueille à peu près une quarantaine de permanents à l'année. Et au sein duquel on rencontre en fait d'autres entrepreneurs comme nous. Donc déjà au moins on peut échanger en fait sur nos conditions réciproques. Et c'est là que vous comprenez que votre expérience un peu douloureuse, un peu difficile d'auto-entrepreneur est partagée par d'autres. C'est là que vous vous rendez compte qu'il y a un problème. C'est là que j'ai réalisé que tout ne venait pas de moi en fait, parce que je me posais quand même la question et qu'on avait des expériences similaires. Voilà. Essentiellement au niveau des difficultés qu'on rencontrait sur le terrain, les horaires, le travail. Bon, ça, on peut encore s'adapter quand on a envie, quand on aime son travail, on s'adapte à ses horaires. Mais c'était plutôt l'idée de travailler pour rien, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous le dénoncez, ce statut d'auto-entrepreneur. Vous dites le prix de l'indépendance, il est trop élevé. C'est trop de stress, de l'endettement, de la fatigue, privation de liberté. Alors, je vais être précise. Ce livre n'est pas une charge, donc anti-entreprise. Moi, j'adore l'entreprise. Ce n'est pas une charge contre les auto-entrepreneurs non plus, loin de là. C'est plutôt, en fait, je veux dire, un coup de semonce, la volonté de préciser ce que c'est que le régime des auto-entrepreneurs. C'est un régime qui, en fait, doit s'exercer dans des conditions particulières, qui sont celles, d'ailleurs, pour lesquelles il a été créé, à savoir être salarié, donc avoir, en fait, ce fameux filet au niveau des revenus ou d'une protection sociale, et vouloir, pourquoi pas, parce qu'on a une activité qui peut, en fait, évidemment, être source de revenus, pouvoir s'y adonner en étant en conformité avec, dans un cadre légal. En dehors de ça, quand on commence à utiliser ce régime pour travailler, par exemple, à temps plein, moi, je n'ai rencontré que des difficultés. Aujourd'hui, vous soutenez quand même l'idée d'un revenu de base, comme Benoît Hamon. C'est dire quand même la mère expérience que vous avez faite de l'auto-entrepreneuriat. C'est vrai que passer de l'idée de je vais entreprendre à l'idée de revenu de base, il y a quand même un énorme clivage. Oui, c'est vrai, non, mais c'est parce qu'en fait, tout n'est pas forcément en opposition et en contradiction. En fait, je pense qu'il y a des fois, je pense que la vérité est au milieu du gué. On peut très bien être favorable à l'entreprise et comprendre pourquoi certains auront besoin d'un revenu de base. Moi, en fait, j'en parle parce que entre deux clients, par exemple, un auto-entrepreneur qui ne travaille pas, de quoi il vit ?
Est-ce qu'on y pense en fait? Trop de précarité. Voilà, il y a beaucoup de précarité. C'est vrai qu'il y a une prime d'activité qui permet un peu de compenser cette absence de revenus qui est très 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 faible. Moi, j'ai pu y avoir droit à un moment, je crois qu'elle doit être à peu près de 300 € par mois, ce qui n'est pas forcément une grosse somme. Mais le revenu de base, mais je suis un petit peu plus explicite dans le texte. Je dis aussi pourquoi le revenu de base, parce qu'on est dans un monde du travail qui est en pleine mutation, parce qu'on va de plus en plus vers une société, vers un monde digitalisé, et parce qu'on est tous amenés à effectuer des tâches pour lesquelles on n'est absolument pas rémunéré. Et à partir de ce moment-là, je me disais, si il y avait peut-être une solution, c'était celle de constituer un fonds commun pour les personnes qui se retrouveraient justement, comme je l'ai été, dans ces situations-là, des fois de façon complètement d'ailleurs provisoire en fait. Et tout cela est à lire dans Ma vie d'auto-entrepreneur, pas vraiment patron, complètement tâcheron. Merci Sophie Voutot d'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cette émission. Exceptionnellement, je vous retrouve demain en direct à 16h30 sur Public Sénat. Toujours plus d'infos sur notre site internet publicsénat.fr. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite une très belle soirée. Restez au cœur du débat.